Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer, les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire aux côtés du Liban après la récente double explosion qui a fait plus de 150 morts à Beyrouth, la capitale libanaise. Le Premier ministre ivoirien était hier à l'ambassade du Liban dans la commune du Plateau. Ahmed Bakayoko a signé le livre de condoléances ouvert en mémoire des victimes. Toujours en Côte d'Ivoire, 60 ans après l'indépendance, comment se porte et évolue l'agriculture? Sur la période 2012-2020, la gouvernance Ouattara a impulsé une nouvelle dynamique à ce secteur, pilier du développement économique du pays. Nous allons en parler largement dans ce journal. Enfin, les populations de Côte d'Ivoire vivement appelées à respecter les gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus. C'était hier lors du point presse organisé par le gouvernement. Tout d'abord, cette information. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a adressé 2 télégrammes respectivement au président français Emmanuel Macron et nigérien Mahamadou Issoufou après l'attaque survenue le 9 août dernier à Kouré au Niger et qui a fait 8 morts, dont 6 touristes français. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a adressé ses sincères condoléances au gouvernement et peuple français et nigérien. Un 3e télégramme a été également adressé au président Muhammadu Buhari du Nigeria, tout en exprimant sa profonde compassion après les attaques simultanées du 9 août dernier et qui ont fait 21 morts à Kaduna, dans le nord du Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, a assuré du soutien de la Côte d'Ivoire face à l'épreuve que vit le peuple nigérian. Plus de 150 morts et environ 6000 blessés à Beyrouth, au Liban, après la double explosion survenue le 4 août dernier. Pour témoigner du soutien de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre s'est rendu hier à l'ambassade du Liban dans la commune du Plateau. Ahmed Bakayoko a signé le livre de condoléances ouvert en mémoire des victimes. Le point avec Cheikh Koné. Par cet acte, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, est venu exprimer la compassion du peuple ivoirien aux autorités libanaises en ces moments difficiles pour le Liban et prier pour le repos des âmes des victimes de cette double explosion. Et cela n'est que normal d'un peuple assez aimable. Il aimerait envoyer un message pour son Excellence le Président de la République de la Côte d'Ivoire et un remerciement fort de tout son corps et pour le Premier ministre sur cette solidarité qu'ils ont montré à nous. Dans le livre de condoléances, le Premier ministre, au nom du chef de l'État et de la nation, a exprimé toute sa compassion et sa solidarité envers le peuple frère du Liban. Comme vous savez, le drame que vit le Liban appelle à une solidarité internationale. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marques de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vit en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec leurs frères de Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici marquer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Les 2 violentes explosions survenues le mardi 4 août dans la capitale libanaise, Beyrouth, ont détruit ou endommagé près de la moitié de la ville, laissant jusqu'à 300 000 personnes sans domicile. Au moins 100 victimes et 4 000 blessés sont à déplorer. Une journée de deuil national a été décrétée le mercredi pour les victimes. Et face à cette situation difficile, le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé hier la démission de son gouvernement. À noter que les responsables des finances, de la justice, de la défense, de l'environnement et de l'information, quant à eux, avaient déjà présenté leur démission. En Côte d'Ivoire, les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, les élus d'Abidjan et autres représentants
Des partis politiques ont bénéficié hier d'une formation, une initiative de la Commission électorale indépendante, la CEI. Les travaux ont porté sur les contentieux et parrainages électoraux. Sidonie Davila. Le contentieux prend fin ce mardi. Débuté le 5 août dernier, le délai du contentieux s'est vu prorogé de 4 jours. Pour mieux maîtriser les contours de cette question, la Commission électorale indépendante, CEI, choisit d'échanger avec les maires, les députés, les sénateurs d'Abidjan, ainsi que les partis politiques, en présence des préfets. La liste électorale est affichée. Vous venez, vous l'observez et vous nous faites vos observations. Ces réclamations, nous les enregistrons. Nous les analysons et nous les affichons pour que vous venez vous rendre compte que cette réclamation a bien été prise en compte. Le parrainage, un autre point de cette rencontre avec les élus d'Abidjan. Le parrainage consiste en quoi? On dit, bon, il va vous donner sa signature. Mais en fait, des signatures, ce n'est pas tellement la signature qui nous importe. Parce que nous savons très très bien que les signatures, on peut faire n'importe quelle signature, surtout dans un pays où les gens signent avec l'empreinte digitale. Bon, vous n'allez pas pouvoir analyser des empreintes pour savoir que c'est tel. Mais nous disons donner signature parce que c'est monsieur. Il a accepté que vous remplissiez un formulaire. Il vous a donné le numéro d'une pièce d'identité pour remplir ce formulaire. Les conclusions découlant de ces réflexions sont donc un atout pour les élus. Il faut dire que c'est le législateur, à travers le code électoral, qui l'a inscrit. Donc il s'agissait pour nous d'avoir un certain nombre d'informations par rapport au terrain sur ce qui se passait et nous avons été réellement instruits. Cette rencontre a été la bienvenue. C'est vrai, nous sommes parlementaires, nous avons voté la loi, mais dans l'application, nous nous rendons compte que c'est bien appliqué. Le parrainage des candidats, qui est un des points d'accord entre les partis politiques et le gouvernement lors des dialogues politiques, a été institué dans le nouveau code électoral en son article 54. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement hier, face à la presse. Sidi Tiemoko Touré s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays le 7 août dernier et la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Éric Goré. Un journaliste mal informé est un danger pour la société. Sidi Touré l'a bien compris. En rencontrant la presse nationale et internationale, le porte-parole du gouvernement avait un objectif principal: faire taire toutes les spéculations liées à la candidature d'Alassane Ouattara. Conformément à la Constitution de 2016, instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. Le ministre de la Communication en a profité pour inviter l'opposition à plus de responsabilités. Des élections appellent toujours quelques tensions, ça et là. Et ceci, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Donc c'est dans cette perspective, dans l'espoir que les uns et les autres, dans leur démarche d'expression démocratique, en tiennent compte. Seulement, c'est que chacun soit conscient de l'intérêt de l'exercice de son droit démocratique, mais en tenant compte du fait qu'il faut préserver la sérénité des débats. Avant de finir son intervention, Sidi Touré a ajouté que seul le Conseil constitutionnel est compétent pour valider ou invalider la candidature d'Alassane Ouattara. En tout état de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées.
La Côte d'Ivoire, 60 ans après son indépendance, dépend toujours de son agriculture. Sur la période 2012 à 2020, la gouvernance Ouattara a impulsé une nouvelle dynamique au secteur agricole. Mais comment se porte-t-il aujourd'hui? Pour en parler, Noël Niagno. L'agriculture, voici 60 ans qu'elle impacte positivement l'économie ivoirienne. Sur cette période, incluant les performances de la gouvernance Ouattara, de 2012 à 2020, après les achats de 1980 à 2010, relativement au programme d'ajustement structurel et la décennie de la crise sociopolitique. L'embellie de 2012 à 2020 est marquée par le record de production de cacao en 2017, 2 millions de tonnes de fèves. L'avènement du cajou, premier producteur mondial, les bonnes tenues des performances au niveau des autres spéculations, comme le cola, premier producteur mondial, le lactès, troisième en Afrique, et le palmier à huile, premier sur le continent. Un bémol sur ce tableau, la production du riz. La Côte d'Ivoire reste toujours tributaire du marché international pour satisfaire la demande intérieure, en forte croissance. En cause, l'insuffisance de la production nationale, 50% de la consommation. La croissance démographique, l'exode rural. Un Ivoirien sur 2 vit désormais en ville, là où on en dénombrait 1 sur 3 en 1960. Ce tableau a fait naître de nouveaux défis. Repenser l'agriculture devient une exigence vitale pour être en phase avec les exigences de l'heure. L'agriculture de demain doit être une agriculture plus moderne, plus technologique, plus digitale et moins encombrante, de sorte qu'elle réussisse avec un petit effectif d'agriculteurs à nourrir davantage de populations. Produire avec efficacité et efficience sont au cœur de la nouvelle agriculture. À titre d'illustration, ces bananiers ont été plantés en saison sèche, mais alimentés par l'eau du lac. Au bout de 8 mois, ce bananier produit. Donc le mois de juillet, août, septembre, notre pays, si on adopte ce type de système, on ne manquera jamais de nourriture, surtout au niveau de la banane. La deuxième chose qui est importante, vous voyez le bananier, il est en association avec le cacaoyer. Les feuilles de bananier, leur ombre protège le cacaoyer. Et donc le cacaoyer, au bout de 3 à 5 ans, va produire. Et puis, vous voyez, l'alignement des plants. La machine passe. On n'a pas besoin de main-d'œuvre importante pour travailler dans une telle plantation. Donc, sur toute la chaîne de valeur, cette école peut apporter maintenant son expertise, c'est de réfléchir à nos problèmes. Pour réfléchir à ces problèmes de l'agriculture ivoirienne de demain, il faut des agents de conception ou ingénieurs agronomes d'un genre nouveau. Nous sommes donc allés à l'École supérieure d'agronomie, une référence sous-régionale pour nous convaincre de la stratégie de formation à l'effet de répondre aux besoins de demain. Aujourd'hui, les problèmes sont devenus tellement importants et tellement pointus qu'on a tendance à mettre un peu plus de dimension verticale dans notre dispositif de formation. Sur 5 ans de formation, on a 4 années de temps commun et on n'a que 6 mois de spécialisation. Ce qui fait que ça donne une grande dimension horizontale à cet ingénieur qui sort. On essaie d'adapter notre dispositif de formation aux bonnes pratiques éducationnelles dans le monde entier. Tous les ingénieurs agronomes passent systématiquement par la mécanisation. Parce qu'on a compris qu'à une certaine échelle, on ne peut plus la faire de façon manuelle. En Europe, vous allez voir, il y a de moins en moins de producteurs, mais de plus en plus de production. Ça veut dire qu'on va avoir peu de producteurs demain, mais qui doivent être capables de produire sur de grandes surfaces et d'avoir des très hauts rendements. On forme les ingénieurs Bac plus 5. Ensuite, on descend aux ingénieurs de technique agricole Bac plus 4. Et on forme les techniciens en Bac plus 3. Donc c'est comme si dans la formation, on respecte un peu une chaîne de commandement. Un ingénieur doit commander peut-être 4 ingénieurs techniques. Et l'ingénieur technique doit commander 10 techniciens. Finalité de cette formation, les paysans doivent changer de nature. La dimension maintenant d'entrepreneur, du leadership, c'est-à-dire c'est pas se cantonner à sa parcelle. C'est de voir l'environnement autour. Et quand on parle d'environnement, c'est la concurrence. Qui produit quoi, à quel moment il faut produire, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est... Donc ce sont des éléments qualitatifs et quantitatifs qu'on inculque à une personne pour qu'elle puisse maintenant transférer cette base de données à une autre qui ne connaît pas. Ghislain Kofi Kouakou, aujourd'hui vacataire à l'École supérieure d'agronomie, hier étudiant de cette même école et promoteur de la petite transformation, est un exemple des acquis de l'école pour une nouvelle approche de la formation. Cette entreprise-là permet de pouvoir collaborer avec 100 jeunes qui sont dans la production de manioc et 150 femmes qui sont dans la petite transformation du manioc comme produit dérivé. Et mieux, nous avons créé une plateforme qui fait des mises en relation entre producteurs, consommateurs, distributeurs ou revendeurs et les consommateurs.
Donc cette plateforme-là permet de faire interagir ces différents acteurs dans la chaîne des valeurs manioc et maraîcher pour permettre une bonne traçabilité des produits et pour mieux vendre leur production, pour éviter les pertes post-récolte. L'autre pan de l'école, la formation à l'exploitation des drones, la gestion de l'eau, quels que soient les moyens du producteur. Dernière ouverture pour coller aux enjeux nouveaux, la formation des agripreneurs. Je suis venu ici avec le CP. Vraiment, ce que j'ai appris ici, c'est comme j'étais venu avant, actuellement même, j'étais déjà riche. Parce qu'ici, on apprend tout, on te montre tout. Donc vraiment, je suis très très heureux. Avant de se mettre sur une parcelle, il faut d'abord faire l'approche du marché d'abord pour voir quelles sont les périodes aussi, ou bien chez qui tu vas vendre. Donc cette formation m'a donné un plus aussi. Voilà la somme de réponses de formation des agents de conception de la Côte d'Ivoire face aux enjeux de demain, surtout que pour plus d'une décennie encore, l'agriculture va impacter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, une conférence sur l'oufouettologie a meublé la célébration de la fête nationale le 7 août dernier. L'occasion pour les participants d'examiner avec minutie les actions du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. C'est un reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Pour un enseignement sur l'oufouettologie ou les œuvres de Félix Houphouët-Boigny, les 33 ans de pouvoir du père de la nation à la loupe de Rudolf Nyangkou, 33 ans en quinquennat évoquant chaque mandature de Félix Houphouët-Boigny, soit 3 grandes périodes selon les transformations majeures enregistrées au plan économique, social et politique. De 1960 jusqu'en 1968, le président Félix Houphouët-Boigny a posé les bases économiques. À partir de 1968 jusqu'en 1977, on était dans le miracle économique ivoirien. À partir de 1977, on rentre dans la crise. Aussi évoqué les révolutions sportives, musicales et culturelles avec les stars Ernesto Diédié, Laurent Pokou, Gabriel Tiako ou Youssouf Fofana et les succès cinématographiques dont Ablakon de Désiré et Carré. Idem pour la conjoncture économique, les bouleversements politiques et sociaux de l'ère Houphouët-Boigny, le père de la nation dont la gouvernance, toujours selon le conférencier, rime avec recherche de la paix, des œuvres que s'emploie à perpétuer la fondation Félix Houphouët-Boigny. Mais si on ne vient pas à ce genre de route-là, on sera des tonneaux vides qui feront beaucoup de bruit. Donc il faut se former. C'est pour ça que ce genre de rendez-vous est important. Nous avons fait en 2014 un autre colloque intitulé « La pensée politique de Félix Houphouët-Boigny ». L'ouvrage a été publié, ça fait 600 pages. Il y a eu une autre journée d'études sur Félix Houphouët-Boigny, l'homme de culture et le panafricanisme. Cet enseignement sur l'oufouettologie ou les œuvres du premier président ivoirien à l'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny dans le cadre du 60e de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, 11 août 1960, 11 août 2020, le Tchad célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. À noter qu'à l'occasion de cet important événement et de son élévation à la dignité de maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, a gracié 538 prisonniers. Allez, parlons à présent du coronavirus et de l'importance des gestes barrières pour mettre fin à cette pandémie. 83 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 16 798 cas contaminés, 13 052 personnes guéries et 105 décès. Les autorités sanitaires et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile appellent encore une fois les populations au strict respect des mesures barrières pour éradiquer la maladie. Appel lancé hier lors du point presse hebdomadaire organisé par le gouvernement. Les précisions dans ce reportage de Jean Djadji. Avec un taux de positivité en baisse de 9,1%, l'espoir d'un retour à la normale est permis, selon la conseillère technique du ministère de tutelle. Les données de cette semaine écoulée comparativement à la précédente sont caractérisées par une diminution du nombre de cas actifs en lien avec, d'une part, la baisse du nombre de nouveaux cas
et d'autre part l'importante augmentation du nombre de patients déclarés guéris. Le taux de cas actifs est passé de 22,4% des cas contre 26,44% précédemment. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique continue de renforcer son dispositif de prise en charge des patients dans le district d'Abidjan, épicentre de la pandémie avec 95% des cas. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Le dispositif intégré de prise en charge est en cours de réalisation dans 11 localités de l'intérieur du pays. Cependant, pour le diagnostic et la prise en charge médicale des cas légers, cette prise en charge a débuté et se poursuit dans 5 localités dont Boaké et San Pedro. À ce 123e point sécuritaire national, le porte-parole des forces de l'ordre relève un bilan peu satisfaisant en ce qui concerne le respect des mesures barrières dans le district d'Abidjan. Maquis contrôlé, 284. Bar contrôlé, 373. Restaurant contrôlé, 82. Hôtel contrôlé, 72. Soit un total de 811 établissements visités avec un taux de respect des mesures barrières et sanitaires et sécuritaires peu satisfaisant. Le commissaire bleu Charlemagne interpelle par ailleurs les propriétaires de bars et boîtes de nuit sur le respect strict des mesures sanitaires, notamment la distanciation physique dans leurs locaux. Non-respect de la distanciation physique par endroit en raison du rétablissement malheureux des pistes de danse. Interpellons ce faisant les tenanciers, propriétaires et autres responsables de leurs associations distinguées qui ont négocié et obtenu après de longs mois de fermeture la réouverture par le Conseil national de sécurité de leurs différents établissements aux fins de vigilance civique. La lutte contre la propagation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire nécessite une vigilance accrue des populations malgré la levée de certaines mesures jugées salutaires. Des kits sanitaires d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA distribués récemment aux coopératives de palmiers à huile et aux centres de santé des régions du Lodjibois dans le centre-ouest du pays et de l'Anyébi-Tiassa dans le sud. C'est un don de l'organisation Solidaridad West Africa en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Objectif, emmener les populations à lutter efficacement contre le coronavirus. Les détails, Jean Djadji. Deux coopératives de palmiers à huile et des centres de santé du Lodjibois et de l'Anyébi-Tiassa reçoivent des kits de protection d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Une action conjointe de l'organisation Solidaridad West Africa et de l'ambassade des Pays-Bas. Les deux entités, à travers ces dons, contribuent à protéger les planteurs et à briser la chaîne de transmission de la pandémie de la Covid-19 dans ces régions. Ces contributions de ce matin s'inscrivent dans comment accompagner les efforts du gouvernement ivoirien, surtout envers les populations qui sont très vulnérables, notamment les agriculteurs, les producteurs de palmiers à huile, qui, je veux dire aussi, sont concernés aussi par cette pandémie-là, qui touche aussi le milieu rural. Avec tout ce que je viens de voir, je suis dépassé. Je remercie Solidaridad et Pays-Bas. Le représentant du préfet et les autorités sanitaires de la région du Lodjibois ont exhorté les planteurs au respect strict des mesures barrières. Les coopératives de palmiers à huile des régions de l'Anyébi-Tiassa et du Lodjibois sont encadrées par Solidaridad dans un programme d'appui aux PME, SWAP 2. Une opération de collecte de sang pour lutter contre la baisse des dons de sang en cette période de crise sanitaire liée à la maladie coronavirus. C'est une initiative de l'Union nationale des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Les détails, Cheikh Koné. Accorder 1 heure de temps pour donner de son sang, c'est sauver 3 vies. Donner son sang est un acte citoyen de partage et de solidarité indispensable à de nombreux patients. Un message fortement perçu par les pharmaciens de Côte d'Ivoire qui ont organisé cette opération. Le pharmacien est un agent de santé publique. Nous mettons aujourd'hui à la disposition de la population les produits nécessaires pour se faire soigner. Et le sang est un produit également nécessaire pour soigner
certaines pathologies, les anémies sévères essentiellement. Et donc nous, en tant qu'agents de santé publique, nous nous sommes dit que c'était notre rôle de mettre à disposition ce produit sanguin-là, de la même manière que nous mettons à disposition également d'autres médicaments. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les pharmaciens ont fortement contribué à la riposte contre la Covid-19 à travers une série de dons en matériel et en vivres. Cette opération de dons est donc la continuité de cet engagement. Les populations de la région de la Bagoué, dans le nord du pays, ont exprimé il y a quelques jours leur reconnaissance à la ministre de l'Éducation nationale. En effet, Kandia Camara, également ressortissante de la région de la Bagoué, a offert une ambulance médicalisée à la sous-préfecture de Gbon et un véhicule de commandement au sous-préfet. Amadou Ouattara. Gbon, département de Boundiali, dans la région de la Bagoué. Affecté dans cette localité depuis 6 mois, Modeste Kofi Kofi, le sous-préfet travaillait jusqu'à ce jour dans des conditions difficiles, faute de véhicules de service. Une situation à présent résolue par une fille de la localité. La ministre Kandia Camara vient de remettre à l'administrateur un véhicule de commandement au pied de la tour D dans la commune du Plateau. À cet appui à l'administration ivoirienne, il faut ajouter un don d'une ambulance médicalisée. Le sous-préfet est celui qui a sous sa responsabilité l'ensemble des populations de la commune, des hameaux. Et donc il est important que ce premier responsable puisse être très proche de ces populations, donc qu'il ait les moyens de pouvoir le faire. La sous-préfecture de Gbon avait bénéficié d'une ambulance il y a 5 ans de cela. Et c'est nous-mêmes qui avons offert cette ambulance. Avec l'usage pendant ces 5 années, évidemment, le véhicule a quelque peu vieilli. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui d'offrir une nouvelle ambulance à la population de Gbon. Au nom des populations de la sous-préfecture de Gbon, Modeste Kofi Kofi a exprimé sa gratitude à la ministre Kandia Camara. Je lui dis merci pour avoir tout mis en œuvre pour que la commune et la sous-préfecture dans son ensemble puissent avoir une ambulance pour permettre l'évacuation rapide des malades. Il doit tout faire pour être à la hauteur et demander aussi à ce que l'ambulance soit bien utilisée. En mettant ces matériels roulants au bénéfice des populations, la donatrice indique qu'elle souhaite leur bien-être. Bouaké, dans la région centre du pays, l'université publique Alassane Ouattara a organisé récemment un colloque. Thème retenu, la réconciliation, débat, forme, valeurs et représentation collective. Les participants ont proposé des solutions de réconciliation. Les détails, Léon Brou de RTI Bouaké. Spécialiste des langues et civilisations, de l'économie, du droit, de la philosophie, bref, la communauté scientifique unanime. Le climat politique actuel présage des crises avant, pendant et après les prochaines élections. Elle appelle donc à l'apaisement. Nous lançons un appel à la paix et à la réconciliation qui, loin de trop, ajoute de l'empathie à la sympathie. Être un animal politique, c'est-à-dire intrinsèquement fondé à faire société, c'est aplanir tout différent avec ses semblables au risque de défaire le socius qui n'est que sa seule richesse. Cette motion, après 2 jours d'échanges et de réflexion pour proposer la contribution des universitaires à la réconciliation, préalable toujours selon les scientifiques à la paix et au développement. 30 communications sur les thèmes, la réconciliation en débat, forme, valeur et représentation collective, et tous relèvent les limites de la réconciliation ivoirienne, celle-ci comparée au modèle sud-africain. Mais, rassurent les scientifiques, la réconciliation est encore possible en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait unité du départ veut dire que c'est possible de ramener cette unité qui s'est éparpillée à son unité originelle. Dans la pratique, on peut maintenant avoir plusieurs actions. Nous tentons, par-delà la philosophie, la sociologie, les lettres modernes, la linguistique, l'économie, à faire comprendre aux Ivoiriens que nous devons conjuguer nos efforts pour que, en une synergie solide, nous puissions bâtir cet idéal de tête d'espérance qui nous amènera à oublier les quelques grincements
que nous avons connues par le passé. Ce colloque sur la réconciliation aura mobilisé chercheurs et enseignants-chercheurs d'Afrique et du monde. C'est le rendez-vous de 2 laboratoires de l'Université Alassane Ouattara, le Centre national sur la participation de la poésie à la contemporanéité et l'Observatoire national de la vie et du discours politique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.